Marcelo gara sa Hé, voiture petit, noire rutilante attends. au bord d'une Qu'est-ce que route vous de voulez? terre C'est qui ici semblait que tu n'avoir vis? jamais été touchée Oui. par l'asphalte. Le soleil de l'après-midi tapait fort, soulevant une fine poussière qui dansait dans l'air comme une fumée dorée. Devant lui, Gabriel poussait un vieux vélo chargé de bûches de bois, les pieds nus s'enfonçant légèrement dans le sol irrégulier. Le garçon respirait lourdement, mais ne s'arrêtait pas. Ses bras maigres tremblaient sous l'effort, et pourtant il gardait le regard fixe, comme quelqu'un qui avait appris très tôt que renoncer n'était pas une option. Marcelo observa en silence, sentant quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce garçon de 12 ans seulement aurait dû être en classe, à copier des leçons au tableau, à rire avec ses amis, à vivre son enfance. Au lieu de cela, il travaillait comme un adulte, courbé sous un poids qui n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnel. Le contraste était saisissant. D'un côté, le costume bleu impeccable de Marcelo, l'odeur de parfum coûteux et les chaussures cirées. De l'autre, la route poussiéreuse, les maisons modestes au loin et un enfant luttant pour subvenir aux besoins de sa propre famille. Gabriel ne remarqua pas la présence du patron de sa mère. Il était trop concentré pour maintenir l'équilibre du vélo surchargé. Pendant quelques secondes, Marcelo resta simplement là, immobile, ne sachant que faire. Il ne s'était jamais demandé comment était la vie d'Olivia en dehors de sa maison. Il l'avait toujours vue comme une employée dévouée, ponctuelle, discrète. Mais maintenant, en voyant son fils dans cette situation, il réalisait à quel point il avait ignoré la réalité de ceux qui travaillaient pour lui. Prenant une profonde inspiration, il ferma la portière de la voiture et marcha vers le garçon. Ses pas soulevaient de petits nuages de poussière. Lorsqu'il fut proche, Gabriel le remarqua enfin. Il tourna un visage effrayé, les yeux écarquillés parcourant rapidement le costume et le visage sérieux de Marcelo. « Monsieur Marcelo, dit-il essoufflé, vous vous êtes perdu ?» Marcelo secoua lentement la tête. « Non, je ne me suis pas perdu. Je suis venu te chercher. » Les mains de Gabriel serrèrent encore plus fort le guidon du vélo, ses doigts tachés de terre devenant blanchâtres sous la tension. « Il est arrivé quelque chose à ma mère ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Ta mère va bien, elle travaille chez moi comme d'habitude, » répondit Marcelo. « C'est moi qui veux comprendre ce que tu fais ici à cette heure. » Gabriel détourna le regard vers la route déserte, visiblement gêné. « Je aide juste un peu, monsieur. Ce n'est pas tous les jours. » Marcelo regarda le tas de bois et comprit l'énorme poids que portait l'enfant. Cela n'était pas de l'aide, c'était un travail pénible. « Combien de voyages as-tu déjà fait aujourd'hui ?»« 2, répondit Gabriel tout bas. « Celui-ci est le 3e. »« Et combien tu gagnes par voyage ?»« 15 réais. Si j'en fais 4, ça fait 60. Ça aide beaucoup à la maison. » L'indignation grandit en Marcelo, mais il garda son calme. « Qui te paie ça ?» Gabriel pointa un hangar en bois plus loin. Marcelo observa le chemin et réalisa que ce n'était pas si proche, surtout pour un enfant poussant un tel poids. « Tu as 12 ans, Gabriel, » dit-il fermement. « Tu devrais être à l'école en ce moment. » Le garçon prit une profonde inspiration avant de répondre. « J'ai arrêté il y a quelques mois. Je manquais trop souvent et la directrice a dit que j'allais redoubler encore. Alors j'ai décidé d'arrêter de moi-même. » Marcelo resta silencieux, impressionné par la maturité précoce du garçon. « Ta mère est au courant ?» Gabriel hésita un instant, puis parla avec sincérité. « Elle pense que je suis à l'école l'après-midi. Je pars le matin avec mon sac à dos, je laisse mes affaires chez un ami et je viens travailler. Je ne voulais pas l'inquiéter. »« Tu lui mens tous les jours ?» demanda Marcelo sans agressivité. Gabriel le regarda enfin dans les yeux. « Si je lui dis la vérité, elle va tout lâcher pour essayer de régler les choses. Je préfère qu'elle me dispute pour les absences plutôt que de la voir pleurer parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer le loyer. » Avant que Marcelo puisse répondre, un homme apparut à la porte du hangar en criant « Dépêche-toi, petit, ce bois ne va pas se transporter tout seul. » Marcelo se tourna immédiatement. L'homme s'approcha, méfiant. « Qui êtes-vous ?»« Je suis responsable de cet enfant, » répondit Marcelo. « Je veux savoir pourquoi un enfant fait ici le travail d'un adulte. » L'homme haussa les épaules. « Il est venu demander du travail. Mieux ici que de faire des bêtises ailleurs. » Marcelo respira profondément pour contenir sa colère. Le travail des enfants est aussi une bêtise. L'homme rit sans joie. Si tout le monde suivait la loi dans ce quartier, personne ne mangerait. Gabriel nerveux supplia. « S'il vous plaît,
Ne vous disputez pas avec lui, j'ai besoin de continuer ici. » Cette phrase frappa Marcelo comme un coup de poing à l'estomac. Un enfant défendant celui qui l'exploitait. Il sortit son portefeuille et demanda combien le garçon avait déjà gagné cette semaine. Il compta quelques billets et les tendit à l'homme. « Considère la dette réglée, et il ne reviendra plus ici. » L'homme accepta l'argent rapidement. « Pour moi, pas de problème. S'il veut revenir un autre jour, il suffit de me le dire. »« Il ne reviendra pas, » répondit Marcelo d'un ton ferme. Gabriel semblait abasourdi. « Monsieur a dépensé tout ça pour moi? Pourquoi ?» Marcelo l'aida à soulager le vélo de sa charge. « Parce qu'aujourd'hui j'ai vu ce que j'ignorais toujours. » Il plaça le vélo dans le coffre et remit au garçon le double de ce qu'il aurait gagné ce jour-là. « Tu ne travailleras plus aujourd'hui. » Gabriel resta sans voix. « Maintenant, allons chez toi parler à ta mère. » En chemin, Marcelo remarqua les rues de plus en plus modestes, les maisons sans enduit, les enfants pieds nus jouant sur le trottoir. Ils s'arrêtèrent devant une petite maison humble, mais propre et bien rangée. Gabriel courut ouvrir le portail et fit signe à Marcelo d'entrer avec la voiture. À l'intérieur, tout était simple, mais ordonné. Sur la table de la cuisine, Marcelo vit des factures en retard et un avis d'expulsion. Son cœur se serra. « J'allais essayer de payer avec l'argent du bois », murmura Gabriel. Avant qu'il puisse en dire plus, le téléphone de Marcelo sonna. C'était Olivia, inquiète parce qu'elle ne l'avait pas trouvé à la maison. « Je suis chez toi, dit-il. Viens ici tout de suite. » Peu après, Olivia arriva précipitée, angoissée. En voyant son fils, elle courut l'enlacer. « S'il a fait quelque chose de mal, retenez-le sur mon salaire, » implora-t-elle. Marcelo l'interrompit. « C'est moi qui ai eu tort. » Il expliqua tout ce qu'il avait vu cet après-midi-là. Olivia se mit à pleurer, ressentant à la fois honte et désespoir. Gabriel serra sa mère dans ses bras. « Pardon, je voulais juste aider. » Marcelo prit l'avis d'expulsion et le déchira en deux. « Ça s'arrête aujourd'hui, je vais régler toutes les dettes. » Olivia tenta de refuser, mais il fut ferme. « Ce n'est pas un prêt, c'est ma responsabilité. » Il s'agenouilla devant Gabriel. « Aucun enfant ne devrait porter ce poids. Ton seul travail maintenant, c'est d'étudier. » Les jours suivants, Marcelo alla à la banque et régla toutes les factures en retard. Il engagea aussi des professeurs particuliers pour aider Gabriel à rattraper le temps perdu à l'école. Au début, ce fut difficile, mais le garçon se donna comme jamais. À chaque interrogation, ses notes s'amélioraient. La confiance grandissait en même temps que les apprentissages. Pendant ce temps, Marcelo commença à se rapprocher davantage d'Olivia. Il percevait sa force, sa dignité et son amour pour son fils. Elle, de son côté, commença à le voir non plus seulement comme un patron, mais comme quelqu'un qui se souciait vraiment. Pour les 13 ans de Gabriel, Marcelo organisa une fête surprise. Le garçon fut ému de voir amis, professeurs et la directrice réunis pour le célébrer. Quelques mois plus tard, Gabriel figurait parmi les meilleurs élèves de sa classe. Olivia reprit ses études et obtint une bourse pour suivre une formation en pédagogie. Le lien entre eux se transforma en amour. Marcelo et Olivia commencèrent à sortir ensemble avec prudence et respect, plaçant toujours le bien de Gabriel en priorité. 2 ans plus tard, Marcelo demanda Olivia en mariage lors d'un dîner spécial. Elle accepta, émue, et Gabriel exulta à la nouvelle. La cérémonie fut simple mais pleine de sens. Père, mère et fils devinrent officiellement une famille. Gabriel continua à briller dans ses études, et à 18 ans, fut reçu premier au concours d'ingénierie civile dans une université fédérale. Le jour de la remise des diplômes, il prononça un discours inoubliable, remerciant sa mère de n'avoir jamais abandonné et Marcelo d'avoir cru en lui quand personne d'autre n'y croyait. Peu après, le père biologique de Gabriel réapparut pour demander de l'aide. Même blessé, Gabriel et Olivia décidèrent d'offrir un traitement médical, mais sans lui permettre de revenir dans la famille. Devenu ingénieur, Gabriel surprit tout le monde avec un projet ambitieux, construire une école technique gratuite sur le même terrain où se trouvait autrefois le dépôt de bois. Marcelo acheta le terrain et soutint l'idée. Ensemble, ils transformèrent un lieu d'exploitation en un espace d'espoir. L'Institut reçut le nom d'Olivia et Marcelo et commença à aider des centaines de jeunes défavorisés à avoir un avenir meilleur. Des années plus tard, déjà les cheveux blancs, Marcelo et Olivia observèrent des enfants sortir de l'école en souriant.
Gabriel s'approcha d'eux et raconta qu'il avait aidé un garçon fatigué avec son sac à dos lourd. « Je lui ai dit que le savoir n'est jamais un poids mort », expliqua Gabriel. Assis ensemble, les trois regardèrent le bâtiment qui représentait bien plus que du béton. C'était le symbole d'une histoire de dépassement, d'amour et de transformation. Et dans ce coucher de soleil doré, Marcelo sut que sa plus grande richesse n'était pas dans l'argent, mais dans la famille qu'il avait construite et dans l'héritage qu'il laisserait au monde. Le lendemain matin de l'inauguration de l'Institut, tout le quartier se réveilla différent. Le bruit des machines avait été remplacé par des voix d'étudiants, des rires d'enfants et le grincement doux des portails métalliques s'ouvrant ponctuellement à 7 heures. Là où il y avait de la poussière, il y avait maintenant un sol cimenté, des jardins bien entretenus et des murs peints de fresques colorées par des artistes locaux. Chaque mur racontait une histoire de transformation. Gabriel arrivait tôt tous les jours, non comme un directeur distant, mais comme quelqu'un qui circulait dans les couloirs, parlait aux élèves, s'enquérait de leurs difficultés et célébrait les petites victoires. Parfois, il s'asseyait par terre avec un groupe de garçons pour revoir un exercice de mathématiques. D'autres fois, il montait sur l'échafaudage avec les professeurs de construction pour vérifier les détails structurels des salles en extension. Marcelo observait tout cela avec une fierté silencieuse. Il gérait encore ses affaires, mais passait de plus en plus de temps impliqué dans des projets sociaux. Il créa un fonds de bourse pour les enfants des employés, élargit les avantages sociaux et institua un programme d'apprentissage dans ses entreprises. Pour lui, l'Institut n'était pas seulement de la charité, c'était un modèle du monde qu'il souhaitait voir se répliquer. Olivia, désormais coordinatrice pédagogique, arrivait chargée de piles de cahiers et de plans de cours. Elle traversait la cour en saluant les élèves par leurs prénoms, se souvenant de détails de leurs histoires, offrant des mots d'encouragement. Beaucoup la voyaient comme une mère collective du quartier. Elle disait que sa mission était de veiller à ce qu'aucun enfant ne soit invisible. Un après-midi, un garçon nommé Diego entra timidement dans le bureau d'Olivia. Il portait un sac à dos déchiré et gardait les yeux baissés. Il dit qu'il devait travailler pour aider à la maison et qu'il risquait peut-être d'abandonner le cours technique. Olivia sentit son cœur se serrer. Elle vit en Diego le reflet de Gabriel des années plus tôt. Elle l'invita à s'asseoir, écouta son histoire avec attention, puis appela Marcelo. Elle ne demanda pas d'argent, elle demanda un partenariat. En quelques heures, ils organisèrent un stage rémunéré au sein même de l'Institut, permettant à Diego d'étudier le matin et de travailler à mi-temps l'après-midi sans abandonner l'école. Gabriel suivit le cas de près. Il devint le mentor de Diego, enseignant non seulement des contenus techniques, mais aussi la confiance. Il répétait toujours que demander de l'aide n'était pas une faiblesse, mais une stratégie de celui qui veut aller loin. Pendant ce temps, la vie familiale suivait son cours harmonieux. Le dimanche, Marcelo tenait à cuisiner pour Olivia et Gabriel. Il avait appris des plats simples, comme du riz au poulet et de la salade, et il était fier quand il recevait des compliments. Olivia riait en disant qu'il était meilleur patron en cuisine qu'au bureau. Lors d'un de ces dimanches après-midi, alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble, Olivia commenta combien la maison semblait trop grande maintenant que Gabriel passait plus de temps à l'Institut ou sur les chantiers. Marcelo l'enlaça par derrière et dit que la famille ne se mesurait pas à l'espace mais à la présence. Gabriel, lui, continuait de mûrir encore davantage. Malgré son succès professionnel, il n'oublia jamais d'où il venait. Chaque fois qu'il passait par l'ancienne route de terre, il sentait une boule dans la gorge et se souvenait du poids du bois sur son dos. Une nuit, il rentra visiblement secoué. Il raconta à ses parents qu'il avait retrouvé Antonio, l'ancien propriétaire du dépôt, vivant dans une masure précaire. L'homme était malade et sans ressources. Olivia soupira, partagée entre compassion et souvenirs douloureux. Marcelo suggéra que, malgré le passé difficile, il pouvait l'aider de manière humanitaire, sans rouvrir les blessures. Gabriel accepta mais posa des limites claires. Il ne permettrait pas qu'Antonio s'approche des enfants de l'Institut. Ils organisèrent donc une visite d'assistance sociale pour garantir des soins médicaux de base et un soutien temporaire. Ce n'était pas un pardon total, mais un geste d'humanité qui reflétait ce qu'ils avaient appris au fil des années. L'Institut continuait de grandir. De nouveaux bâtiments furent construits. Laboratoire d'informatique, atelier de menuiserie et une bibliothèque moderne donnant sur le jardin central. Chaque inauguration était célébrée avec musique,
danse et discours émouvants. Lors d'une de ces cérémonies, Olivia prit le micro et s'adressa à la communauté. Elle dit que l'éducation n'était pas un luxe, mais un droit. Elle rappela que chaque enfant présent là avait le potentiel pour construire des ponts et transformer des réalités. La foule applaudit debout. Marcelo sentit des larmes couler discrètement. Il savait que sa vie avait changé pour toujours, le jour où il avait décidé de s'arrêter sur cette route de terre. Gabriel monta également sur scène. Il raconta comment l'ingénierie n'était pas seulement des calculs et du béton, mais un outil de justice sociale. Il expliqua que chaque projet devait servir les gens, en particulier les plus vulnérables. Parmi les invités se trouvait la directrice Regina, déjà à la retraite, qui avait accompagné Gabriel depuis les premiers jours de sa reprise scolaire. Elle serra Olivia dans ses bras avec affection et dit qu'elle avait rarement vu une histoire aussi transformatrice. En fin d'après-midi, tandis que le soleil se couchait, Marcelo et Olivia marchèrent main dans la cour. Ils parlèrent de projets futurs, étendre l'institut dans d'autres villes, créer des bourses universitaires et des programmes de soutien familial. Gabriel s'approcha en souriant. Il dit qu'il travaillait sur un nouveau projet, un pont communautaire reliant deux quartiers séparés par une rivière dangereuse. Il voulait que les enfants n'aient plus à risquer leur vie pour aller à l'école. Marcelo écarquilla les yeux, admiratif. Il demanda si son fils avait besoin d'un soutien financier ou technique. Gabriel répondit qu'il voulait seulement des conseils et un partenariat, pas une imposition. Les trois s'assirent ensemble sur un banc de pierre, observant les étudiants jouer dans la cour. Un garçon trébucha et tomba, mais se releva rapidement avec l'aide de ses camarades. Olivia sourit en voyant la scène. Elle dit que cela représentait exactement ce qu'ils avaient construit. Un lieu où personne ne tombe seul. Il y a toujours des mains tendues pour relever. La nuit arriva avec une brise fraîche. Les lumières de l'institut s'allumèrent, illuminant couloirs et salles encore pleines de vie. Marcelo respira profondément, ressentant la paix. Il réfléchit à son parcours. D'entrepreneur distant à homme présent, de patron formel à père dévoué. Il comprit que chaque choix l'avait conduit jusqu'ici. Gabriel posa un instant la tête sur l'épaule de Marcelo, geste simple qui symbolisait confiance et gratitude. Olivia prit la main des deux, complétant le cercle. Avant de partir, ils marchèrent jusqu'au portail principal. Là, une plaque brillante portait le nom de l'Institut et, juste en dessous, une phrase gravée dans le métal. « L'éducation construit des ponts là où il y avait des murs. » Marcelo lut à voix haute et sourit. Il dit que cette phrase résumait tout ce qu'ils avaient vécu et accompli ensemble. Dans la voiture, sur le chemin du retour, ils parlèrent de petits projets. Dîner simple, film en famille, repos mérité. Rien de grandiose, juste un quotidien heureux. Arrivés chez eux, ils trouvèrent la maison éclairée et paisible. Gabriel alla directement dans sa chambre réviser quelques projets. Olivia prépara du thé pendant que Marcelo rangeait des documents. Avant de dormir, ils se réunirent au salon. Gabriel montra les dessins du pont communautaire, expliquant chaque détail avec enthousiasme. Marcelo proposa des suggestions techniques. Olivia parla de l'impact social. Ils terminèrent la conversation dans les rires et les embrassades. Ils se couchèrent avec le sentiment du devoir accompli et de l'espoir renouvelé. Et dans cette nuit silencieuse, tandis que la ville dormait, trois cœurs battaient à l'unisson, conscients que leurs vies étaient entrelacées par l'amour, le sens et la gratitude. Leur histoire n'était pas seulement celle de la richesse ou de la pauvreté, mais celle du choix. Choisir de s'arrêter, choisir d'écouter, choisir d'agir. Et ce choix continuerait de résonner dans les générations futures, chez chaque enfant qui franchirait les portes de l'Institut et y trouverait non seulement des cours, mais de nouvelles possibilités d'avenir. Des années plus tard, au crépuscule, Marcelo et Olivia revinrent s'asseoir sur le banc de l'Institut. Gabriel arriva avec un groupe d'élèves riants et s'arrêta devant eux. Il annonça que le nouveau pont communautaire avait été approuvé et commencerait la semaine suivante. Olivia serra sa main, émue. Marcelo regarda l'horizon, certain que chaque décision en avait valu la peine. Les lumières du bâtiment s'allumèrent comme des étoiles terrestres. 3 générations futures marchaient dans la cour. Personne là ne portait de poids seul. Tous apprenaient, rêvaient et avançaient ensemble. Et ainsi, dans cette brise douce, la famille comprit que construire des ponts, c'était aimer en mouvement,
pour toujours au-delà de toutes les frontières humaines.